Si tu ne me demandes pas en mariage d'ici vendredi, j'accepte sa proposition, dit-elle à propos de son ex. Je répondis, laisse-moi d'abord acheter la bague. Mais au lieu d'hésiter, je changeai les serrures et fis ses valises pendant son absence, transformant ce qu'elle prenait pour un ultimatum calculé en une décision discrète et définitive. L'ail grésillait dans la poêle, embaumant l'appartement de cet arôme chaud et noisetté qui avait toujours été comme une odeur de chez soi, même si désormais il n'appartenait qu'à moi. J'avais préparé son poulet piccata préféré, avec des capres en plus, accompagné du pinot grigio qu'elle aimait, non pas pour une occasion spéciale, mais pour célébrer l'ordinaire, pour lui dire combien j'aimais notre vie dans ces petits moments du quotidien. Quand sa clé tourna dans la serrure à 19h15, sa voix enjouée, mon cœur s'emballa bêtement, jusqu'à ce que je voie sa posture, rigide, pleine d'attente, l'attitude de quelqu'un qui joue la comédie. Elle annonça que Marc était de retour, prêt à la demander en mariage, justifiant son choix par un besoin de sécurité, une échéance, une décision professionnelle, et je compris alors clairement. C'était la première fois que je comprenais que ce n'était plus de l'amour, mais une simple transaction. Le crépitement dans la poêle devint insupportable tandis que j'écoutais, impassible face à la manipulation, aux émotions feintes, consciente seulement que notre partenariat était terminé. Le lendemain matin, avec un calme méthodique, j'ai appelé un serrurier, changé les serrures et emballé ses affaires dans des cartons, chaque objet étant une relique d'une vie que j'avais mal comprise. Des chemisiers pliés, des chaussures empilées, des panneaux et des produits de soins collectionnés comme des artefacts dans le musée d'une inconnue. L'après-midi même, l'appartement était de nouveau à moi, vide, propre, honnête, et j'ai laissé un simple mot. Il semble qu'il n'y ait plus d'offres. J'ai changé de numéro, effacé mes comptes sur les réseaux sociaux, configuré des filtres, effacé toute trace de sa présence numérique avec l'efficacité d'une décision prise en salle de réunion. Quand Chloé est arrivée ce vendredi-là, paniquée, bloquée, messages vocaux saturés, suppliante, exigeante, je l'ai écoutée comme on observe un spécimen, sa panique sans importance, ses larmes et sa fureur n'étant que des données confirmant que le choix lui appartenait, les conséquences qu'elle seule devait assumer. Des appels de complices sont arrivés, mais je suis resté là. Imperturbable, mon calme absolu, ma détermination sans faille, la porte verrouillée, l'appartement silencieux. Puis, après 3 mois de silence, j'ai parcouru ma vie reconstruite. Les matins au marché, les rires entre amis, les pauses café, mon chez-moi devenu un havre de paix, plus de mise en scène, plus d'ultimatum, juste la sérénité. Quand Chloé est apparue, fantôme d'elle-même, désespérée, épuisée, j'ai croisé son regard sans chaleur ni amertume, laissant l'instant s'étirer, la laissant me voir heureuse, loin d'elle. Elle a supplié, récité ses regrets, tenté de réécrire le passé, mais j'ai répondu avec clarté. Notre relation s'est terminée dès l'instant où elle a posé son ultimatum. J'étais passé à autre chose. Elle assumait les conséquences de ses choix. Son espoir s'est évanoui. La rage l'a remplacé. Et je suis simplement parti, retrouvant la simplicité de mon café et de mon ami, le marché animé autour de nous. Il n'y a eu ni victoire, ni cruauté. Seulement une paisible reconquête de ma vie, un espace libéré de toute manipulation, de tout ultimatum et de toute fausse négociation. Chloé était partie. Et en son absence, j'ai trouvé une vie authentique et sereine qui m'appartenait entièrement, remplie de joie simple, de rire et du profond calme d'une liberté que j'avais méritée.